Tu nous expliques, Thomas? Ouais. Vas-y, bah, Donc, je te laisse commencer. Je me tais. c'est un petit morceau de code que j'avais dans un tiroir parce que je voulais tester Servante. Et puis je voulais voir ce qui se faisait un petit peu en librairie en Haskell pour causer avec du Postgre. Tu fais un projet hyper original dans lequel on exposerait une API où on pourrait savoir si des objets sont en stock ou pas, si on avait un projet de site internet pour vendre des objets sur internet par exemple. Donc, tout ça a été codé jusqu'à hier. En fait, il y avait tout le code. Là, je me suis mis sur une branche sur laquelle, si on va dans persistance, alors il y a tous les imports, etc. Donc ça spoil un petit peu, mais il reste encore tout à faire. J'ai juste remplacé tout ce que j'avais implémenté par des undefined. J'ai laissé les specs vierges, donc normalement plus rien ne passe. Et l'idée, c'est de réimplémenter ça avec vous, quoi. Cool. Donc, il y a le niveau de persistance qui est complètement du coup vidé. Il y a normalement tout le niveau de donc les endpoints aussi qui sont vides. Donc, voilà. L'idée, c'est de refaire tout ça ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans le setup? Oups, qu'est-ce qui se passe? Suis-je? Donc dans tout ça, à côté, il y a un petit conteneur qui traîne, qui permet d'instancier la base et de venir ligne pour tester, quoi. Voilà. Hop. Donc voilà les items. Donc on vend des livres comme une certaine entreprise. Et voilà les tests qu'on a. Donc il faut qu'on puisse récupérer des livres, enfin des items en fait, par leur nom et leur description, par le couple nom-description. Ça nous renvoie un type d'objet qu'on va aller visiter tout de suite, juste après. Les livres sont assez orientés quand même, si je puis me permettre. J'ai pris des... Ouais, un petit peu. J'ai pris des livres dont j'ai gardé dans la bibliothèque. En fait. Je me suis dit quitte à faire de la pub à des livres autant que ça... Voilà. Il n'y a pas Oui Oui au pôle Nord? Non, j'ai pas encore... oui. Qu'est-ce que j'ai J'aurais pu... C'est beaucoup plus gay que Pierre Bourdieu au Félix Gordon. Hein. Tu devrais essayer de temps en temps. oui, donc je prends, je note, alors je vais me mettre dans un... Ignorance is bliss, comme on dit. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, par exemple? Non, mais oui, il n'y a pas de souci. Donc, quand on demande à cette fonction-là de nous récupérer un item par son nom et sa description, on lui passe un item qu'on connaît déjà, auquel on a mis un ID, mais qui est purement là pour faire de la figuration. Cette fonction-là va aller chercher dans la base de données et nous dire si l'objet qu'on cherche, l'item qu'on cherche, est... Je clique là-dessus, est-ce qu'il va me... Oui. Donc voilà, c'est ici, c'est ce type-là. En fait, ça définit la disponibilité d'un item. Donc soit l'item existe, enfin il est disponible, et à ce moment-là, on a une référence dessus. Soit il est pas disponible, ça veut dire qu'il existe, mais qu'on ne l'a pas en stock. Soit il n'existe pas. Voilà. L'item de base, c'est rien de plus qu'un ID, un nom et une description. Ça map littéralement ce qu'on a dans la table. Et les deux fonctions qu'on a ici sont pas très intéressantes. On s'en sert pas d'une manière, on s'en sert pas en fait. Hein. C'était juste pour démontrer quelque chose à mes collègues au niveau de la pureté versus faire des effets. Et, à la base, ça devait servir de démonstrateur pour dire qu'en fait, on a la clé archi gratos en Haskell. Est-ce que vous avez des questions?
Non, ok. Non. Donc, voilà, celle-ci. La première que j'ai implémentée, c'était celle-là. C'était celle qui permet de retrouver un item par son ID. C'est la première que je pense qu'on va implémenter parce qu'elle permet d'aller vite jusqu'à l'endpoint qui est de l'autre côté. Ou quand on fait un curl sur item / par exemple 1, si l'item en question est disponible, on doit avoir ces informations sous forme d'un payload JSON par exemple. Donc là, on a des exemples. Vous voyez que le item numéro 1, eh bien, il est en stock, donc il doit être available. L'item numéro 2 également. L'item numéro 3, il existe, mais il ne doit pas être disponible. Et puis l'item numéro 4, il doit simplement pas exister. Les tests d'insertion, on s'en occupera plus tard, je pense. Et voilà. Hop, je ferme ça. Donc, ça commence là-dedans. Tout le niveau de persistance est là-dedans, dans persistance.hs. Et la méthode qu'on cherche à implémenter, c'est celle-là, donc find item by ID. Et pour ça, la librairie qu'on utilise s'appelle PostgreSQL Simple. Donc, il y a la doc dans le Slack, si jamais vous voulez aller voir. Et on va utiliser les fonctions que nous offre cette librairie, quoi. Donc, hop. Alors, si on regarde vite fait, on voit dans la doc en fait que PostgreSQL nous permet de, enfin PostgreSQL Simple nous offre une fonction comme ça qui s'appelle query. Voilà, et donc query prend en paramètre, alors c'est plus clair si je copie-colle depuis la doc de Postgre. Voilà. Hop. Ici. Donc query a cette signature-là. Donc pour quelque chose qu'on sait traduire en quelque chose qui a une instance de toRow, et pour une réponse qui a une instance de fromRow, on lui donne une connexion, une query, l'objet qui fait l'objet de cette query. Enfin, c'est ça. Et puis on va se retrouver avec une liste de résultats dans I/O. Voilà. Pour créer une connexion, il y a une autre fonction. Zut. Qui nécessite pour ça qu'on se dote d'une connexion. Donc ça va ressembler à quelque chose comme ça en fait, ce qu'on va avoir à la fin. Hop, et ici il y aura des paramètres. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'on ait une connexion à lui passer. Et ça, on ne l'a pas encore. Et donc c'était l'objet de cette chose-là ici. Donc là, je vous propose qu'on aille voir un autre bout de code qui est dans environnement, que je me suis permis de ne pas wiper, parce que ça n'a pas trop de... Enfin voilà, je trouvais que ça avait pas trop de... Il n'y a pas trop de difficultés là-dedans. Donc on a un type en fait qui va encapsuler notre configuration. Donc l'IP du serveur de base de données, l'utilisateur, le mot de passe, le nom du schéma éventuellement s'il y en a un, il se trouve qu'il y en a un. Et en fait, lire la configuration, ça va être aller faire des lookups dans les différentes variables d'environnement auxquelles on suppose que des valeurs sont assignées, et faire un joli case sur simplement un tuple à 4 éléments, comme on dit, un tuple à 4 éléments, un NUPLay de taille 4. Donc quand tout est fourni, on se contente de retourner la config avec les paramètres qui vont bien. Et nous, dans notre cas, ça va être ce cas-là qui va être surtout matché.
celui où il y a jamais rien. Donc tout est en dur, y compris le password. Et comme il y a pas de données absolument vitales dans cette base, c'est pas très très grave. Voilà, donc on sait qu'on a cette fonction la read configuration où si on lui donne, si on ne lance pas le process avec des variables d'environnement, on sait qu'on va se retrouver avec une configuration qui marche en local. Il se trouve que c'est génial parce qu'on a une base de données en local et que ça marche avec ceci. Donc on va de ce pas récupérer une connexion. Et pour ça, donc on va commencer par. Oups. Donc, c'est parti. Hein. Le user, le password, et puis le nom de l'éventuelle base de données. Et donc ça nous est donné par read configuration. Là-dedans, avec cet objet-là, il faut qu'on en fasse une connection comprise par Postgre. Pour ça, il y a une autre méthode, qu'est-ce que je raconte, une autre fonction. Ouais. Qui s'appelle connect. Donc on connect, il faut lui filer des infos de connexion pour se loguer, pour s'identifier dans la base. Et donc les infos de connexion, et ben, ça va être simplement ça. Connect, hop, host. Voilà. Tant que c'est connect, il faut le port d'abord. Donc le port, pour une obscure raison de je sais plus quel type il était assigné, mais il y avait je me suis galéré à le convertir, donc je l'ai laissé en dur. Hop, le user, ça va être ça. Le password, c'est ce truc-là. Et ça, le nom du paramètre, c'est database. Voilà. Là, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Nanana. Ah, c'est parce que j'ai dû oublier le default connect info, qui est l'objet par défaut avec lequel voilà, on peut surcharger avec nos infos. Default connect info, c'est aussi quelque chose qui nous vient de PostgreSQL. Hop. Donc là, on a une connexion dans IO quand on l'invoque. J'aurais une question sur la gestion de l'environnement et le gros case avec la gestion des erreurs. Ouais. Est-ce que la partie justement gestion des erreurs avec où ça pattern match sur le nothing, on ne pourrait pas le faire différemment? Alors, je n'ai pas la réponse à cette question, mais... Bah, moi non plus, elle m'intéresse beaucoup. En fait, comme de toute fin, je pense qu'à part, de toute façon, on est obligé de passer par IO parce que c'est des variables d'environnement, donc voilà. Ensuite, tu pourrais éventuellement en fait utiliser la méthode maybe. Ouais. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, maybe étant une monade, si tu fais nothing et nothing, en fait, ça fait nothing. Oui, c'est vrai. Ça court-circuite, en fait. Attends, non, je te dis une bêtise. Sinon, c'est l'inverse. Nothing et just, ça fait just. Donc là, ce qu'il te faudrait, ce serait plutôt either. Either, ouais. En fait, either est généralement ce qu'on utilise pour le traitement d'erreurs, parce que du coup, ça permet tu récupères en fait tout un paquet d'ether et tu les enchaînes en utilisant la monade ether. Et du coup, tu peux t'arrêter en fait à la première erreur que tu trouves. C'est un bon moyen pour les cas de gestion d'erreurs simples. Ouais. C'est assez souvent utilisé. Après, là, on voudrait peut-être pouvoir consolider les erreurs pour envoyer un message avec tout ce Ouais. Alors, c'est effectivement, et dans ces cas-là, il y a un truc qui s'appelle validation, qui a été fait par Kmet. Oui, c'est ça, validation. Ouais, qui est l'équivalent de ce qui existe dans Scalasi. En fait, il y a l'applicatif des trucs comme ça où tu accumules en fait les erreurs. Parce que c'est assez typiquement ce que tu as envie de faire.
si tu peux retrouver plusieurs erreurs, enfin, si tu peux avoir plusieurs erreurs et potentiellement indépendantes les unes des autres, c'est vrai que c'est pas intéressant de les accumuler plutôt que de gérer une seule. Mais ouais, bon, ouais, on pourrait, dans la vraie vie, effectivement, on pourrait éventuellement améliorer. Mais... Bah, moi, ça m'intéresse. Le seul truc qui compile pas là, dans mon cerveau, c'est ce cas-là. Alors, en fait, ça, c'est juste, ouais. Ben, en fait, ce que tu peux te dire, tu peux l'imaginer, tu peux le tourner dans l'autre sens en disant, tu as un cas par défaut, Ouais. qui est le cas de base, qui est le cas in, et puis après, tout ce qui est surchargé par l'environnement, tu le mets à jour dans ton tuple. Mhm. Donc, du coup, ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu récupères toutes les variables d'environnement et tu mets à jour le cas par défaut. Ouais, Ah mais oui. je pense que du coup, dans le cas où tu utilises invalidation, par exemple, tu vas aller accumuler tes erreurs de validation dans un type monoïdal ou semi-groupal, je ne sais plus. Et du coup, à la fin, tu vas avoir une liste d'erreurs que tu devras pretty printer, quoi. Enfin, si je dis pas de bêtises. Mhm. Donc ça veut dire que là, ce serait pas En fait, IO de config. on dit deux choses différentes là. La première chose, c'est de dire, mais je peux considérer en fait que je pars du cas de base où j'ai tout défini, et à chaque fois, et je peux surcharger un cas de base. Ce qui fait qu'en fait, j'ai jamais d'erreur. Puisque si ta variable d'environnement n'est pas définie, bah, tu vas utiliser ce que tu as dans le cas de base. Mhm. Ah oui, Hein, d'accord. En Sauf si, d'accord, ok, je vois. En fait, je pense que moi, ce que je voulais décrire, mais c'est peut-être ce que mais voilà, c'est ce que je te disais, c'est que ce que tu disais, Martin, c'est l'autre approche qui est de dire, mais en fait, ce que je veux, c'est que je veux récupérer des variables d'environnement et je peux avoir plusieurs erreurs possibles, c'est-à-dire c'est plusieurs ça. non-définies. Du coup, il faut que j'accumule les erreurs pour pouvoir les restituer toutes. Ouais. Et tu vas utiliser, alors je sais pas comment on fait en Haskell, mais tu vas utiliser en Scala, genre en CATS ou quelque chose comme ça va être mapn, qui te permet de prendre plusieurs applicatives et après de les concaténer Ouais. en ton data type voulu, ou alors de récupérer le monoïde de tes erreurs. Le type monoïdal de tes erreurs. Mais je pense que ouais, côté validation, en fait, c'est juste un choix à faire. Est-ce que tu veux fail fast ou pas? Ou accumuler des erreurs déjà. Si on veut fail fast, un Ether suffira, quoi. Du coup, est-ce que vous voulez le refactorer maintenant, ce truc-là, ou est-ce que ça vous Non, tu peux le en garder change pas? tu peux le garder On le pour. garde? Voilà. Ok. Je le ferai peut-être de mon côté, parce que ça me... Voilà. Ok, je reviens sur Find Item by ID, du coup. Donc maintenant qu'on a une connexion, on se dit qu'on peut faire quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Ou plus directement comme ça, en fait. Hop. La requête, ce serait quelque chose comme... Query prend une IO connection. Non, justement, juste une connection. Je voulais faire apparaître l'erreur, en fait. Ah, pardon. Alors, ça va être... Non, non, il n'y a pas de... Alors, ID, qu'est-ce que c'est d'autre, mes colonnes? Zut, name. Non, pas ici. Where, c'était quoi mon where? Donc c'est where ID égale machin, et donc ce qu'on passe à query, c'est un tableau de paramètres. Donc c'est toujours une liste de paramètres. Donc ici, c'est une liste à un seul élément qui serait l'ID. Et ça tombe bien, on nous le donne ici. Donc là, on a un truc qui ne fonctionne pas. Query the play to. Pas assez d'arguments. Ah bon? Ben non, je coince.
Hmm. Non, mon gars. Alors, un peu plus tard, il râle effectivement sur connexion IO connexion, mais la Ouais, ouais. première. C'est plus tard. Vous avez la même erreur que moi, là? Couldn't match expected type item ID vers IO item availability with actual type IO crochet R0. D'accord, donc mettons return toujours, par exemple, toujours does not exist. Mhm. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, donc là, ok, on a le vrai problème. Ok, donc là, connection, c'est un IO de connection et pas une connection. Donc, hop. Hop. C'est pourquoi le lift IO? Désolé. Eh bien, pour faire passer IO, enfin pour faire passer connection, qui est un IO de connection, Ouais. juste en type connection. Non. Bah, si tu le flat map, là, tu vas pas récupérer déjà une connection. Mhm. Oui. Tu peux virer lift.io. En fait. Ah, je peux virer lift IO. Et, Ouais, et- ça sert à rien. Alors, C'est dites-moi. la flèche qui fait le boulot, quoi. D'accord, Ouais, donc si je fais ça, ça marche? ouais. Ah ouais. Bon, j'ai du rouge plein partout quand même. Non, là c'est bon. Celui-là c'est bon. C'est un Et- peu mess. Ouais. Et juste pour ma curiosité, le lift IO, c'est le pure de Non. IO? Non. Non. Non, lift.io en fait c'est une méthode de la classe modal.io qui te permet en fait d'abstraire la dépendance à IO. En fait, plus précisément, ça permet c'est utilisé dans les cas où tu as des transformers, ce qu'on appelle des transformers stack. Ouais. Dans le cas où tu sais pas en fait tu sais pas où est IO, tu sais juste qu'en fait dans le tas doit y avoir IO. D'accord. Et c'est lui qui trouve comment l'imbriquer dans ta stack, quoi. Et c'est lui qui automatiquement en fait va lifter en fait les opérations qui sont dans IO. Donc typiquement, si tu as, je sais pas, une state monade au-dessus voilà, une state monade au-dessus d'autre chose, un state transformer. Le state transformer, si M est une monade IO, à ce moment-là, state de M est une monade IO, et donc du coup, tu peux appeler lift IO et tu peux automatiquement en fait. Donc tu peux embarquer des opérations IO dans une opération plus abstraite. Ok. Mais donc, du coup, si t'es dans IO, en fait, t'en as pas besoin. Ouais. En fait. Puisque tu es directement dans IO, donc la flèche, donc le flat map, qu'on appelle plutôt bind dans Haskell, va exécuter l'action IO et te produire son résultat. Donc, stocker le résultat dans le code. C'est clair, ça, Thomas? Ouais, pour moi c'est clair. Je m'explique pas pourquoi est-ce que j'avais. Du coup, ça fonctionne quand même avec lift.io parce que mon code. Ah bah oui, parce que parce que IO implémente monad.io. Par contre. Ouais, bien sûr. Donc, il n'y a aucun problème. Tu peux lift.io. Tu peux même en mettre plusieurs. Alors, Par contre, on se fait engueuler parce que la chaîne de caractères, là, c'est pas une query. ça, c'est pas une query. C'est. Enfin, en tout cas, je vois quelque chose qui. Oui, je suis d'accord, je vois la même chose que toi. Ah, c'est parce que il faut faire comme ça. C'est pas ta query qui prend un data type query qu'on utilisera pas En ici. fait, il te manque un overloaded string. Ah ouais. En fait, query est probablement un type surchargé. Il va prendre la chaîne et puis il va l'analyser pour te produire, pour te récupérer le placeholder, en fait. J'imagine. Hein. C'est quoi l'extension overloaded string? Alors, overloaded string, ça veut dire qu'en fait, quand tu as une chaîne de caractères, c'est comme un implicite. Ok. Mais c'est un implicite du compilateur donc ça ne marche pas pour tout. C'est quand tu as une chaîne de caractères statique,
et que le compilateur s'attend à avoir un type Toto, si le type Toto implémente isString, il va remplacer la chaîne statique par fromString de la chaîne statique pour produire le type correct. Et du coup, ça te permet en fait d'encoder une représentation sur deux chaînes pour des types qui ne sont pas forcément des chaînes directement. D'accord. Ça réduit un peu le boilerplate, mais tu aurais pu le faire à la main, quoi. Ouais, tu aurais pu tout à fait le faire à la main. En fait, query, je ne sais plus quelle tête il a, mais c'est un type que tu peux construire à la main. Ok. Ça permet de simplifier le truc. C'est assez pratique, notamment pour les types, les vrais types string, parce que ce type string, en fait, on l'utilise plus trop, puisqu'il est quand même très très inefficace. Et donc, quand tu as des textes ou des machins comme ça. Ok, merci. Non, je t'en prie. Alors là, on a la vraie erreur du coup. Il nous embête parce que item availability n'a pas d'instance toRow. From row. From row, oui, tout à fait. From row, oui, oui, après avoir fait la requête et puis le. Ouais. Donc on va l'écrire. Le truc, c'est que item availability. D'ailleurs, c'est pas result qu'il faut retourner? Si, c'est result. Mais on va lui faire un petit. En fait, comme ici. J'ai oublié un truc en fait. En fait, on retourne pas tout de suite un item, on retourne un item avec une quantité. Et du coup, on va faire un petit test sur la quantité pour retourner l'availability qui va bien. Ah, d'accord. Alors, tu sais ce que tu peux faire dans ce cas-là, Thomas, plutôt que de mettre does not exist, Ouais. tu pourrais remettre un truc du genre check availability. Ah, oui. Avec un trou. De résultat. Du coup, tu as ton trou et ça te donne immédiatement le type du trou. Ah oui. C'est pas mal. C'est plus. Tu le récupères à la compilation, c'est le type du trou? Ouais, en fait, alors après ça dépend du. Là, on le voit pas forcément là. Non, parce qu'il est shadowé par la première erreur juste au-dessus. D'accord. Ouais, mais alors normalement, ce qu'il te dit, si tu. Attends, on va corriger la première erreur, c'est. Ouais, mais. Non, tu veux pas faire ça? Si, vas-y, ouais. En fait, Le live share, vous aviez un lien quelque part ou... je te l'ai donné dans Twitter, Martin. Je n'ai pas vu le... Merci. Mais from row undefined, Thomas. Bon, Ah ouais, pour que ça compile. Juste pour ça compilant. Yes, instance. T'as pas changé de problème en fait. From row. Availability. T'as pas changé ton problème parce qu'en fait là ça dit pas le type que ça retourne. Donc là ça devrait retourner quelque chose comme un item, non, c'est pas ça? Là c'est un. Ouais, je pense que c'est un item. Voilà. Donc. Non, c'est pas un item. C'est quoi? C'est un stock. Dans mon code, j'ai un autre truc ici là. Alors, là en fait ce qu'il te dit c'est qu'il ne sait pas quel est le type de result. Ouais, c'est un stock. Donc là ce serait un stock, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là il lui dit que c'est pas défini, donc il faut rajouter l'extension qui va bien. Scope. Oh putain, chiant. Allez. Sauvegarde. Voilà. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qui va à 20? Donc là, c'est pas un stock, c'est une liste de stocks. Ouais, exact. Et là, il va être pas content parce que. Donc là, il n'est pas content. Voilà. Donc c'est intéressant de se servir en fait des erreurs de type, notamment avec les halls, pour pouvoir au fur et à mesure en fait. C'est toujours pareil, c'est l'histoire d'avoir du type-driven development, quoi.
Et donc, du coup, d'où l'intérêt d'avoir des types, d'introduire des types métiers assez vite. Enfin, métiers, enfin, en tout cas, qui veulent dire quelque chose, quoi. Pas des textes ou des strings ou des ints. Hmm. Donc là, il dit quoi? Bon, il met 3 heures à compiler, c'est ça? L'instance FromRow, là, c'est une type class qui permet de passer de FromRow, qui est le retour de la DB, à stock, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, Et il y a Touro dans l'autre sens. d'accord. Donc là, il dit quoi? Mais là, il y a une erreur, ligne 35, mismatch bracket. Mismatch bracket. Voilà. Hop, c'est parti. Voilà. Je suis dire de soi. Et donc là, tu vois, maintenant, sur le checkability, il te dit found all, list de stock, item availability. Mhm. C'est cool. Ouais, c'est cool. Mhm. Donc maintenant, on sait la tronche que doit avoir notre fonction. Ok. On va faire comme ça. Wow. Joli. Hop. Ah oui, tu veux ajouter un test? Non, je vois, c'était Alt S. Ça m'arrive souvent de faire la même erreur. Alt Shift S. Donc si on a un... Alors l'objet stock, il est là. Hein. C'est juste un item et une certaine quantité. Donc l'item, on va l'appeler I, la quantité, on va l'appeler QT. Et l'idée, c'est que ça fait available de I. Ça de stock n'importe quoi avec 0. C'est not available. Mhm. Et check de n'importe quoi d'autre. Does not exist. T'es sûr? Non, ce serait plutôt empty en fait. Ouais, mais du coup, on a un problème. Bah ouais, du coup, s'il y a une liste de... bah, évidemment, s'il y a une liste de plusieurs résultats, évidemment, il y a un problème. Eh oui. Après, comme on recherche par ID et que l'ID c'est la clé primaire gérée par la base, normalement, on peut pas avoir de doublon quand on recherche par ID. Ouais, et donc du coup, Mais ça je sais ce ce que vous serait allez me quoi dire. ce cas-là? Là, ce serait une exception, non? Ouais, probablement une erreur en fait. Ouais. Donc Ça tu veux dire ça un vaut le coup header de l'indiquer en fait dans le. dans le type. Ouais, dans le. Alors, ouais. En fait, en toute rigueur, alors soit tu fais ça, grosso modo, donc là ta fonction n'est pas complète. Donc soit tu la Ouais. complètes, check, voilà, en disant n'importe quoi d'autre. Et à ce moment-là, c'est erreur. Should never happen, quelque chose comme ça. Should not have more than one element. Donc là, ça marche, mais effectivement, du coup, ta fonction, elle est plus totale, quoi. Ouais. Alors, bon, et donc l'autre solution, bah, c'est de faire ça. Voilà. Ouais. Faire un maybe, d'avoir le cas où ben, tu as un nothing parce qu'en fait, c'est un cas qui n'est pas censé arriver. Mhm. Et les autres cas sont des just. Et du coup, ta fonction est totale. Alors, j'ai deux questions pour vous. La monade IO gère pas les cas d'erreur, du coup? Enfin, elle fait pas. Elle gère en fait, elle te permet de lancer des exceptions. D'accord. Et du coup, Et le enfin, error. non, elle permet surtout de les catcher, en fait. Ouais. Parce que tu peux lancer des exceptions n'importe quand, y compris dans du code pur, mais tu ne peux le catcher que dans du code IO. C'était ça que tu as fait avec le error? Alors, le error, j'ai lancé une exception, ouais. D'accord. Ça, je savais pas que c'était possible en SQL, je découvre là. Bah voilà. Ok. Et donc, tu peux lancer des exceptions, y compris dans du code pur. Et je suppose que c'est pas du tout conseillé. Bah, Ça peut être surprenant, quoi. C'est un peu le ouais, problème. mais il y a des cas, en fait, quelque part, tu as envie de dire, il y a des cas où, ben, la petite crash, quoi. Non, mais Ouais. ça peut être Ouais, un choix, en fait, hein. Hmm.
Oui, bien sûr, ouais, mais ça, je vois ça plus dans par exemple, du chargement de la conf, démarrage de ton appli ou des choses Voilà, comme c'est ça. Et donc, du coup, quand tu as des cas qui ne peuvent pas arriver, effectivement, si c'est un serveur en prod, tu n'as pas envie encore que, bon, de nos ça. Au jours, démarrage, pourquoi pas, mais ouais, bon, de nos jours, hein, après, tout est possible. Mais bon, ouais, c'est pas forcément top, on va dire. Mais bon, moi, ça m'arrive de le faire, hein. Quand tu as des cas où tu sais que c'est normalement impossible. En fait, alors, il y a des cas où je me le permets, c'est quand je sais qu'en fait, le compilateur n'est pas assez malin pour comprendre que ce cas-là n'est pas possible. ouais. Et Parce moi, que je le sais, et en fait, c'est vraiment pas possible. Parce que, je sais plus, il peut y avoir des trucs assez. Typiquement, tu as un truc qui est dans une représentation de quelque chose, ça te produit un résultat qui peut contenir plusieurs items, et tu sais que la représentation telle qu'elle est faite là, elle est forcément statiquement produit un seul résultat. Donc dans ce cas-là, ce qui n'est pas forcément le cas de la query, là, tu vois, on pourrait très bien considérer que, par exemple, notre primary key a été mal codé. Ouais, c'est pas faux. Et ça pourrait être intéressant d'identifier ce cas d'erreur. Auquel cas, on pourrait se poser la question, alors du coup, est-ce que je lance une erreur? Je peux très bien définir de lancer, par exemple, throw invalide, je sais pas, primary key, invalide primary key, non, constraint, dans ce là quoi. Et donc définir ma propre exception, etc., etc. Ça, c'est tout à fait Escaliche. Ok. Et du coup, je pense qu'il faudrait faire remonter le fait qu'une erreur peut arriver carrément dans la signature de Find Item by ID, quoi. Alors, c'est une possibilité. Mais après, tu peux te dire aussi, comme tu es dans IO, all bets are off. Et donc, potentiellement, tu dis, je suis dans IO, donc ça peut te péter la figure. Et auquel cas, transformer en fait check availability, c'est une fonction pure. Donc, tant qu'à faire, autant qu'elle retourne quelque chose autant qu'elle soit totale. Ouais. Mais après, te dire, tu pourrais avoir un truc du genre, maybe error, invalid primary, voilà, invalid constraint, ou alors return. Voilà. Et donc là, comme ça, après, ça peut être de l'ordre de la convention, disant, je suis dans IO, donc potentiellement, parce que en fait, c'est le cas. Hein. Query ici, potentiellement, il peut te balancer une exception à la gueule. Connection aussi d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Donc, tu peux te dire, bon. Ouais, mais bon, ça, c'est pas des. Ouais. C'est pas des exceptions techniques, on est d'accord. Non, voilà. C'est-à-dire que normalement, donc, effectivement, tu pourrais te dire, oui, comme c'est pas des exceptions techniques, peut-être que. Mais là, on rentre dans les problèmes de gestion des erreurs, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Donc, soit tu feras un truc du genre, résulte. En même temps, une clé primaire qui n'est pas respectée, c'est un peu une erreur technique quand même. Ouais. Ouais, je sais pas. Après, c'est très j'aurais envie de dire, c'est les vraies erreurs métiers, ok, faire chier entre guillemets. En tout cas, rendre explicite le cas d'erreur, mais sinon, si on est de l'ordre de la technique, d'une config invalide de base, d'un machin comme ça, potentiellement, l'exception fait quand même ce qu'il y a de plus simple. Par contre, c'est bien de les laisser dans IO, tant que possible. De les lancer depuis IO et de les catcher, de catcher dans IO. Désolé pour la lecture. Ah non, au contraire. Par contre, il m'embête à chaque fois qu'il me dit mismatch bracket, il me dit pas où. Ouais, mais c'est un boulet. En fait, je pense pas qu'il y ait une mismatch bracket. Du coup, juste pour revenir, désolé, hein, revenir une seconde sur l'exception. Du coup, elle ne pourra pas se propager en dehors d'IO? Si. Ah oui, d'accord. Donc, tu peux vraiment avoir une runtime exception. Mais, alors, attends. Sauf que là, comme tu es déjà dans IO, c'est difficile d'en sortir. En fait, là, comme tu as produit, tu as une fonction dont le type de retour est dans IO, forcément, elle sera appelée depuis une autre fonction dans IO. Oui. Tu vois,
quand la fonction va être exécutée et séquencée dans l'exécution d'IO, tu seras forcément déjà dans IO. Oui, je comprends. Ce code-là ne peut pas être appelé. Enfin, la fonction elle-même peut être stockée, par exemple, dans une liste pure, manipulée dans une liste pure ou n'importe quoi, y compris d'ailleurs la fonction appliquée. Mais dès que tu vas évaluer la fonction, c'est-à-dire en fait dès que tu vas à un moment donné te retrouver au top level et faire ça depuis le main, dès que tu vas lancer la mécanique d'évaluation de IO, tu es dans IO. Donc, Oui, je comprends. donc du coup, l'erreur, elle sera dans IO aussi. Oui. En gros, ça peut se propager sur toute la chaîne. Par contre, dans tous les cas, le pire des effets, c'est que ton IO sera pas évalué parce que erreur, quoi. En fait, oui, tu as une exception qui se lève et donc ok. après, tu la gères ou tu la gères pas. Mais si tu Oui, la gères pas, d'accord. si tu la gères pas, ça pète. Enfin, ça crache. Si tu la gères. Mais Ouais, le catch, le truc, c'est que le catch est forcément dans IO. Oui, ok. Et c'est ça qui est important et intéressant en même temps, c'est que du coup, c'est une particularité. Hein. Après, il y a d'autres subtilités autour ce qu'on appelle des exceptions asynchrones, mais on ne Ok, va pas entrer dans ce détail-là. ok, merci. Ok, alors. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de mismatch bracket en fait, et qu'on est fini d'implémenter, je peux faire ça et il y a des tests qui vont passer. Ouais, je pense. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une mismatch bracket là. Mais... Ah, évidemment, c'est l'enfer. Donc là, il va falloir un peu commenter des trucs. Alors, en fait, il y a le côté servante Ah bah oui, qui n'est pas content du tout. Donc tout ça, on va gentiment le commenter away. pourquoi il mismatch bracket? Ouais, c'est troublant. C'est agaçant. Hein. Application, endpoint. D'accord, not in scope, oui. Oui, bien. Ah. D'accord, donc j'ai aussi des reliquats là-dedans, j'imagine. Ok. Hop. Tout ça. Hop. Ok, donc il y a plein d'exceptions qui sont dues au fait que les fonctions ne sont simplement pas implémentées. Mais ces tests-là, hop. En fait, je vois pas de. Quand tu dis il y a plein d'exceptions, est-ce que tu es en train de faire tourner ta suite de tests? Ouais, ils ont tourné. En fait, est-ce que vous voyez le terminal ou est-ce que vous Moi le voyez pas. pas? Tu l'as pas chéré en fait. Ah, mais voilà, c'est ça. D'accord, je me disais, mais vous êtes drôlement patient. Ok. Alors, comment est-ce que je partage ce truc? Donc tu peux, en fait, c'est quand dans Share, en bas, hein, tu peux faire Share au terminal. Par exemple, en read-only, si tu veux que quelqu'un évite de faire rm-rf/. Zut. Alors, je crois que live share, d'accord, en bas ici. Share terminal. Ok, il est là. Ouais. Allô. Ouais. Share terminal, read-only. Super. Et voilà, donc du coup, il va apparaître. Bah voilà. Ah, et là, vous le voyez. Ah, mais c'est Ouais. top. Oui, donc en fait, vous voyez pas du tout ce que je voyais. Non, mais c'est pas grave. Voilà, vous C'est bien avez. fait. Boum. Ouais. Alors, prelude and define.
Alors après, tu peux essayer de limiter ta suite de tests si tu veux. Hein. Ouais, Tu comment on peux fait faire ça? en fait un truc du genre, donc c'est stack test, et tu peux faire test-arguments égale double quote -m, et puis là tu donnes par exemple, c'est une regex, donc tu vas dire par exemple operations on items Ok. Sauf entre, que ça entre simple doit être quotes. entre simple quotes. Tu mets operations. Operations, ça devrait suffire en fait. Ah, comme ça? Ouais, operations en majuscule. Ah, non, excuse-moi. O majuscule et operations, c'est normal. Ah, ok. Donc là, normalement, ça devrait sélectionner. Ah oui, bon, alors évidemment, je t'ai dit une connerie. Enlève les codes. Hop. Voilà. Ok. Et ceux qui nous intéressent, c'est pas ceux-là, parce que ça, c'est ceux qui testent ce qu'il y a dans item pour l'instant. D'accord. Donc, Persistance. Ça va plutôt être Ou finding. availabilities, je pense. Et là, il n'y en a aucun qui Voilà. passe. Alors, should be able to fetch item availabilities, c'est bien ceux-là qui donc nous t'as des undefined dans persistance. Bah oui, les from row. Eh oui. Oui. Et voilà, c'est vrai. Et ben alors c'est parti. Les from row, bah alors ça c'est assez bête. Donc on construit un item et puis je crois que le truc c'est field. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est fourni par la lib. On lui dit le nombre de fois qu'on veut récupérer les fields d'une row. Le tour est joué. Est-ce qu'on a la signature qui arrive? Non, d'accord. Non, non. Et donc là, tu as 1, 2, 3, tu as 4 champs. Donc, J'en ai 4 dans item. ben, Non, je sais pas. Dans la non, query, en fait. item à. C'est dans stock que tu en as 4. C'est stock. Stock on a 4 en fait parce qu'il y a D'accord. ce item plus. La quantité. Ouais. Ok. Hop. De item field, il me semble. Le tout Wow. avec un field. Wow. 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 C'est pas joli? Non, si, il n'y a pas de problème. Mince, je sais pas. Par contre, ouais, tu vois, donc du coup, là, il te dit, hop, je vais faire ça, en fait. Ah, il te dit un truc, toi? Bah ouais, D'accord. Functorlo, mais moi, j'ai Ashlint d'installer. Ah. Ah. Hop. Voilà, donc est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche normalement? Oui. Hein. Alors, ce que tu peux faire éventuellement, tu peux faire un truc. Si tu rajoutes --, file-watch, il va te les exécuter en continu, en fait. Donc là, il dit quoi? Too many arguments. Bah, elle est pas mal celle-là. Attends, on va juste vérifier que Ashlint ne raconte pas de conneries. Donc, tu vois, là, il relance. Il dit quoi? Donc stock a un item et un quantity. Ok. Ben, ça me paraît correct, moi, ça. Ah, mais non, ici, ça marche pas. C'est pas ça, plutôt? Oui, c'est ça, oui. Et c'est pour ça qu'il disait functorlo, machin. Pourquoi est-ce qu'il rame autant, mon machin, là? Ouais, je pense que l'iFshare et Zoom doivent foyer pour rien. T'es sur un Mac, Thomas? Ouais, un Mac pas tout jeune en plus. Mais... Ouais, non, mais moi, c'est pareil. Dès que je suis dans Zoom, Zoom me prend 150% de la machine. Donc, Bon. Ouais, je suis d'accord. Yay! Yeah. Ça marche. C'est cool. Cool. C'est beau.
Ouais, c'est pas mal. Hop. Voilà. Bon, donc là, on a toujours nos super mismatch brackets qui ne sont pas des mismatch brackets, hein. Mhm. Ce qu'on pourrait faire, c'est aller voir côté endpoint, du coup, décommenter un peu de ce qu'on a commenté, et puis essayer de voir si on a un curl qui fonctionne à la fin de la session. Tiens, je me posais une question. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc du genre ici, si je remplace ça par Alors, attends. Ah. Wow. Ah, et ouais. Bah oui, carrément. Joli. Oui, c'est pas bête. ça? C'est plus bon. Ça suppose que une certaine. Bon, c'est vrai, ça me choque pas plus que ça. Bah, c'est mieux, non? Bah, oui, c'est moins cryptique, on va dire. Ouais. Voilà. Mais ça suppose que tu sais que les 3 premiers éléments de ta row sont en fait un item. Bon, ce qui est le cas, j'imagine, mais je Oui, sais pas. c'est tout à fait le cas. Ah oui, je sais que c'est le cas, mais ce que je veux dire, c'est que après, en termes de refactoring derrière, de résilience au changement, tu vois, je sais pas ce qui peut se passer. Bah, si on change l'ordre des arguments dans la requête SQL, par contre, ça, à mon avis, ça casse. Ah bah, tout explose, ouais. Ouais. Et du coup, c'est un des problèmes de PostgreSQL, en fait, c'est que du coup, en fait, il n'y a rien qui lie la requête ici Oui. au type. Et donc, du coup, effectivement, d'un point de vue SQL, c'est tout à fait valide de faire ça. Eh. Et boum. Mais là, il va cracher au runtime, en fait. C'est dommage. On aurait bien aimé avoir un truc un peu plus, Tout à fait dommage. un peu plus type safe, quoi. En fait, c'est tout. Ouais, c'est hors application. On aurait bien aimé avoir un truc un peu plus type safe. Donc, en fait, il y a des librairies qui font ça, que j'ai jamais utilisées. Merci. Ouais, alors là, tu vois, en plus, ils pètent même pas au runtime puisque c'est le même type. Ouais. Non, bah ouais. Mais bon. On pourrait imaginer effectivement d'avoir un truc un peu plus fortement typé. Mais ça supposerait d'avoir la connaissance du schéma. Oui. Ce qui Je est le crois cas. qu'il y a un package qui s'appelle Esqueleto qui fait ça, que je n'ai jamais utilisé. Qui est un peu l'équivalent. C'est quoi ce truc dans le monde Scala là, qui faisait ça C'est Slick, non? Tu disais quoi? Slick, non? Ouais, c'est ça, Slick. Ouais. Mm. Je sais pas, j'ai jamais utilisé, donc en fait, j'aime pas les bases de données, donc. Il y a une lib dans le monde F-Sharp qui permet de générer les modèles à la compilation en fonction du schéma. Ça se connecte à la base Ouais, c'est ça. et Ouais. ça génère les modèles. Ouais, bah oui, c'est assez. C'est assez fréquent. Oui. Il y a dans Java, il y avait ça aussi, en PHP, ils font ça aussi. Tu peux le Et faire dans l'autre Cubase, sens aussi. Java. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On rush très vite sur la partie endpoint? Parce qu'en fait, Bah, je pense, ouais. c'est quasiment la partie la plus intéressante. Enfin, Hmm. disons que c'est Tu veux assez dire sympa. la base de données? Non, comment Servance choisit de Ah bah, la base de données, c'est procéder. intéressant aussi, je trouve. Bon, Oui, d'accord. oui, c'est vrai. Hop. Ouais, je vais devoir vous abandonner vers 13h30. Enfin, je sais pas, j'ai des gens qui doivent arriver, donc si je pars d'un seul coup, ne vous étonnez pas. Ça marche. Je vous fais très vite le. Ah bah non, ça va me nécessiter pas mal d'écriture de code. Moi aussi, il faut que je m'en aille à 13h30 Détente. détente. Je propose qu'on s'arrête là. On peut le Ouais. garder pour la semaine prochaine. Ouais. Est-ce On qu'on met un pourrait peu- pas juste Ouais. refaire passer le test? Je vois tout le temps du rouge en bas, moi ça me. Ouais, Je le fais passer tout de suite. vas-y. Merci. Tu es stressé? Oui. Tu as raison. Alors attendez, hop. Hop. Oui. Et voilà. Oui.
Mais comment? Encore une fois, je coince. D'accord, très bien. What? Merde, il va falloir lire le message en plus. C'est intolérable. Mon Dieu, mais sortez les avirons. Ah, bravo. Ouais. Je suis pas trop sûr si je vais juste mettre un link. C'est un peu de OSS pour faire pour des débutants de Haskell. Ils ont juste besoin de personnes les aider. Et puis il y a excusez-moi, il y a des petits tasks à faire qui sont assez simples. Alors si vous ne trouvez pas des choses à faire, Haskell, regardez au link, il y a des petits trucs. Le Hacktoberfest, là? Ouais. Hmm. Excusez-moi, le français, ça fait 2 ans que je vais parler. Alors. C'est pas mal, hein? Ouais. C'est pas mal, enfin, comparé à notre anglais. Carrément. Non, je suis né en France, alors j'ai cheat. Ah, j'ai oublié. Cheaté? Non, j'ai oublié. Il a triché. Tricher, voilà. Je comprends tout, hein. Quand vous parlez, je comprends. C'est juste parler. Ouais, je dois vous abandonner. Bon, bonne fin de journée à tous. Yes. Merci beaucoup Thomas, et puis à la semaine prochaine alors. Merci. À la semaine Pour prochaine. la partie servante. Je pense qu'une Yep. séance sur la partie servante, ce sera bien.